Bonjour, nous sommes mercredi 5 août 2026 et avant de poursuivre cette émission, permettez-moi de vous rappeler de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. Je voudrais aussi faire une autre annonce. Apparemment, de nouvelles chaînes YouTube utilisant des simulations de moi créées par intelligence artificielle se multiplient actuellement. Je suis très reconnaissant à toutes les personnes bienveillantes qui nous ont écrit, au Durand comme à moi personnellement, pour nous les signaler. Malheureusement, la réalité, c'est que dès qu'une de ces chaînes est supprimée, deux autres apparaissent pour prendre sa place. Je comprends que YouTube essaie de faire tout ce qu'il peut pour les supprimer, mais cela prend parfois du temps. Je vous remercie sincèrement de me les signaler. Mais pour le moment, Save Seaguard's Croissant Tall ce problème. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant au sujet de cette émission. Et je vais de nouveau commencer par le conflit en Ukraine. Parce que la nuit dernière, les Russes ont lancé une nouvelle attaque massive contre la ville de Kiev. Et les Ukrainiens reconnaissent que, parmi les nombreux missiles tirés par les Russes sur Kiev, ils n'ont pas réussi à en abattre un seul. Il y a eu de nombreux reportages et récits sur cette attaque, mais je vais me tourner vers le Financial Times pour voir ce qu'il nous en dit. Voilà ce que dit le Financial Times. Il affirme que la Russie a pilonné l'Ukraine pendant la nuit, tuant au moins 17 personnes à Kiev et en blessant 44. Puis il ajoute que la Russie a lancé sur Kiev 24 missiles balistiques, 4 missiles anti-navires et 115 drones. Aucun des drones n'a été abattu. Aucun des missiles n'a été intercepté. Et cela, nous dit-on, selon l'armée de l'air ukrainienne. Et quand on lit que 24 missiles balistiques ont été lancés sur Kiev, on peut affirmer avec certitude qu'ils s'agissait tous de missiles Iskander-M. Car l'agence de presse britannique Reuters a fort opportunément publié aujourd'hui un article indiquant qu'une unité militaire nord-coréenne serait apparemment déployée dans l'ouest de la Russie avec des missiles balistiques nord-coréens. Il s'agit d'une véritable unité de l'armée nord-coréenne. Elle aurait, semble-t-il, 120 missiles nord-coréens, des missiles de longue portée dans son arsenal capables de frapper des cibles à Kiev. Mais les Russes n'ont pas utilisé de missiles nord-coréens pour attaquer une quelconque cible en Ukraine depuis août dernier. Reuters a donc publié cela ce matin. Donc, si l'on part de là, on peut dire que les Russes n'ont pas utilisé de missiles nord-coréens. En tout cas, pas au cours de la dernière année, pas depuis août. Et il semble que cette frappe qui impliquait 24 missiles balistiques ait exclusivement mobilisé des missiles Iskander-M. Les Ukrainiens disent souvent, bien sûr, que les Russes lancent aussi des missiles de défense aérienne S-400 contre Kiev, dans une sorte de rôle d'attaque au sol. J'ai souligné à plusieurs reprises que c'était, pour le moins, improbable. En fait, cela n'a absolument aucun sens à mes yeux. Surtout à un moment où les Ukrainiens mènent une offensive majeure de drones et de missiles contre la Russie. Les Russes dépenseraient alors de précieux missiles S-400 dans un rôle d'attaque au sol, même en supposant que ces missiles aient été conçus pour cela. Tout indique qu'il s'agissait bien de missiles Iskander-M. Et à ce sujet, les Ukrainiens eux-mêmes affirment que la Russie est en train de pratiquement doubler sa production de missiles Iskander-M en passant d'un rythme actuel de 70 par mois à un rythme futur de 120 par mois. Et cela, bien sûr, devrait apparemment se produire très prochainement. Pour être clair, mon propre avis, fondé sur le nombre de frappes russes menées à travers l'Ukraine à l'aide de missiles balistiques, est que la production russe de missiles balistiques, la production Iskander-M, doit désormais être bien supérieure à 120 par mois.
Encore une fois, je suppose que l'une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens affirment qu'un si grand nombre de ces missiles qui frappent leur territoire sont des missiles S-400 adaptés, utilisés dans un rôle d'attaque au sol, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître à quel point la production de missiles balistiques Iskander-M a réellement augmenté. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que mes déductions. Vous êtes parfaitement libre, si vous le souhaitez, de les contester, d'argumenter et de fournir des données prouvant le contraire. Mais enfin, 24 missiles balistiques. Bien sûr, je le répète, c'est ce que nous disent les Ukrainiens. 4 missiles anti-navires. Et là encore, le Financial Times ne nous dit pas de quels missiles il s'agissait. Mais il s'agissait incontestablement de missiles de croisière hypersoniques Zircon, lancés depuis des lanceurs terrestres, principalement, si j'ai bien compris, depuis les régions de Bryansk et de Kursk en direction de Kiev, et un grand nombre de drones. Les Ukrainiens disent que 115 drones ont été lancés contre Kiev, et ils affirment en avoir abattu 98. Or, toutes sortes d'images très saisissantes sont apparues de Kiev. Elles montrent la rive ouest de Kiev, où se trouvent de nombreux bâtiments gouvernementaux, ainsi que de larges zones de la ville en flammes et sous la fumée. Eh bien, l'image qui s'en dégage est celle d'une dévastation et de destruction considérable. 24 missiles balistiques lancés contre Kiev, c'est un total incroyablement élevé, il faut le dire, tous dirigés contre une seule cible. Cela dit, je ne pense pas qu'il s'agisse de la plus grande frappe. Et je pense que les frappes les plus importantes, utilisant encore les Orechnik et d'autres types de systèmes, sont toujours très largement à venir. Les Ukrainiens nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas réussi à abattre un seul missile balistique, même s'ils affirment aussi avoir abattu la plupart des drones. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est amèrement plaint de cet incident sur X. Voici ce qu'il a écrit. Des missiles intercepteurs balistiques, il parle des missiles Patriot, auraient pu sauver la vie de ceux qui ont été tués aujourd'hui. 17 personnes ont été tuées. Il est très important que nos partenaires comprennent que les retards dans leur livraison ou le refus de fournir des systèmes antibalistiques conduisent directement à des pertes humaines et à des destructions aussi terribles. On nous dit ensuite que Zelensky a rencontré Yevgeny Krama, le nouveau ministre de la Défense par intérim, ainsi que d'autres hauts responsables militaires. Il s'est plaint que le nombre de missiles de défense aérienne fournis par nos partenaires occidentaux ait été divisé par 3 par rapport à 2025. Nos partenaires ont bien des missiles. Et il a poursuivi en disant qu'il devrait prendre les décisions politiques nécessaires pour les donner à Kiev. Avant de continuer, je vais faire une observation rapide et je pense importante. À mon avis, toutes les affirmations ukrainiennes selon lesquelles ils auraient abattu des missiles russes ou n'auraient pas réussi à en abattre relèvent de la fiction. Je dis cela parce que je ne crois pas que les missiles intercepteurs Patriot, les PAC-3, soient réellement efficaces pour abattre des missiles Iskander-M. Nous avons vu, dans le Golfe Persique, l'incapacité des systèmes Patriot à abattre des missiles balistiques iraniens avancés, des missiles balistiques à propergol solide. Je pense que les missiles russes sont plus avancés que les missiles balistiques iraniens, et j'ai de bonnes raisons de le penser. Mais je ne vais pas en parler dans cette émission. Une partie des informations qui m'ont été communiquées à ce sujet est, disons, légèrement classifiée. Mais il ne fait absolument aucun doute que l'Iskander-M, capable d'effectuer des manœuvres complexes à l'approche de sa cible, est universellement reconnu comme un missile exceptionnellement difficile à abattre. Et je pense qu'il est plus difficile à abattre que les différents missiles iraniens que nous avons vus utilisés dans le Golfe Persique.
Or, si les systèmes patriotes, les systèmes de missiles patriotes, n'ont pas réussi à abattre des missiles iraniens dans le Golfe Persique, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, comment serait-il probable, comment serait-il même vaguement plausible qu'ils soient efficaces pour abattre des missiles balistiques russes? Comment serait-il même vaguement probable que, comme les Ukrainiens et leur soutien dans les médias occidentaux l'ont affirmé à maintes reprises, les intercepteurs américains Patriot PAC-3 aient réussi à abattre des missiles hypersoniques Kinzhal? On m'a expliqué comment cela pourrait se faire, en théorie. Mais est-il même vaguement probable que cela se soit réellement produit en pratique, compte tenu de la difficulté reconnue d'y parvenir, à une échelle qui ressemble de près ou de loin à celle que Zelensky et les Ukrainiens ont historiquement affirmée? Et pour ce qui est des drones, et là, si j'ai bien compris, on parle surtout de drones presque propulsés par réaction, guidés optiquement, utilisés dans les attaques contre Kiev. Ils reçoivent probablement leurs signaux des contrôleurs au sol en Russie, via des stations relais situées en Biélorussie. Est-il seulement plausible qu'un système de défense antiaérienne ukrainien, cruellement à court de missiles, et je crois désormais aussi de radars, soit réellement capable d'abattre, comme l'affirment les Ukrainiens, 98 missiles de croisière, 98 de ces drones Geran 4 sur 115. Là encore, je pense que tous ces chiffres doivent être considérés comme fictifs. Probablement, presque certainement, tous les missiles balistiques russes sont bien passés. L'Ukraine n'a plus de missiles de défense antiaérienne, de son propre aveu. Je soupçonne que la grande majorité des drones Geran 4 sont également passés. Et cela explique le caractère dévastateur de la frappe. D'ailleurs, je défends ce point de vue depuis le début. Je me souviens qu'à l'automne 2022, puis tout au long de l'hiver 2022-2023, les Ukrainiens avançaient des affirmations tout aussi exagérées sur le nombre de missiles subsoniques russes Kh-101 qu'ils disaient avoir abattus. Là encore, j'admets qu'ils en ont sans aucun doute abattu certains, probablement un bon nombre. Mais on est très loin des chiffres qu'ils avançaient. La façon dont les gouvernements occidentaux, les médias occidentaux et les commentateurs occidentaux répètent sans esprit critique les affirmations ukrainiennes sur le nombre de missiles et de drones qu'ils seraient parvenus à abattre m'étonne réellement et m'inquiète. Ce que nous voyons de la part de Zelensky et des Ukrainiens, dans ces déclarations de Zelensky et dans ses aveux selon lesquels ils sont incapables d'abattre des missiles balistiques tirés par la Russie, c'est une nouvelle opération médiatique, une nouvelle campagne de pression. Zelensky veut que les États-Unis et les Européens reprennent les livraisons à l'Ukraine d'intercepteurs de missiles Patriot. Il a des raisons de le faire. Il doit craindre que, dans très peu de temps, comme je l'ai évoqué dans de récentes émissions, des avions russes pilotés, des bombardiers tactiques Sukhoi 34 et peut-être même des bombardiers moyens Tupolev 22 M3 commencent à lancer de lourdes bombes Fabé contre des cibles à Kiev, infligeant des dégâts massifs à la ville et à ses défenses. Il a donc une raison valable de vouloir des missiles patriotes, parce qu'ils peuvent se défendre contre des avions pilotés. Mais il a aussi une autre raison de pousser les Américains et les Européens à lui fournir des missiles. Grâce à ces livraisons, il peut en effet obtenir des engagements supplémentaires de soutien à long terme, de la part des Européens comme des Américains. Autrement dit, c'est une stratégie politique visant à amener les Européens et les Américains à prendre envers l'Ukraine des engagements plus ouverts, sans échéance précise. Et on pouvait le voir dans le refus total de Zelensky et des responsables ukrainiens de reconnaître les réalités.
Il est désormais universellement admis dans les médias que les États-Unis manquent cruellement d'intercepteurs de défense aérienne. On dit qu'il n'en resterait qu'environ 800 dans les stocks américains. 800 intercepteurs de missiles PAC-3. C'est à peine suffisant pour les besoins des États-Unis eux-mêmes. Si les États-Unis entendent continuer à faire face à la Chine et à l'Iran, il y a déjà eu un article dans le Daily Telegraph affirmant qu'il manque désormais tellement d'intercepteurs de défense aérienne qu'ils ne sont pas en mesure de fournir à Israël la protection de défense aérienne nécessaire. Zelensky, toutefois, refuse catégoriquement de le reconnaître. Completely refuses to acknowledge this, just as he also refuses to acknowledge that there are De même, il refuse d'admettre qu'il existe désormais d'énormes failles dans les défenses aériennes de l'Europe. Des failles dont on parlait déjà l'an dernier, et que l'approvisionnement constant de l'Ukraine en missiles de défense aérienne, avec le prélèvement continu de ces missiles, a rendu bien pire. Et pourtant, malgré ces pénuries critiques, il continue d'insister pour que lui, Zelensky et l'Ukraine soient prioritaires sur tout et sur tous les autres. Il devrait passer avant la défense de l'Europe, la défense de Taïwan, la défense des alliés des États-Unis au Moyen-Orient, y compris Israël, et bien sûr, au bout du compte, avant la défense des États-Unis eux-mêmes et de leurs forces armées déployées dans toutes sortes d'endroits dangereux à travers le monde. Le sentiment de droit qui règne ici est stupéfiant. Et encore une fois, il est extraordinaire qu'après une si longue période de conflit, Zelensky ne soit jamais mis face à cela. Personne ne l'a jamais pris à part pour lui dire « Zelensky, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous continuions à vous fournir des missiles en mettant en danger notre propre sécurité et celle de tous les autres. » Personne n'est prêt à lui dire cela publiquement. Aucun responsable d'un gouvernement occidental n'est disposé à dire ouvertement et publiquement que les États-Unis et les autres pays de l'OTAN ont d'autres priorités urgentes plus importantes que les besoins de l'Ukraine. Et cela alimente inévitablement encore davantage le grotesque sentiment de droit de Zelensky. Pendant que j'étais à Chattanooga, j'ai eu une conversation extraordinaire au sujet de laquelle je dois être très prudent. Je ne vais pas dire qui me l'a raconté et je ne vais pas donner tous les détails. Mais on m'a livré un récit très précis de Zelensky, qui à un moment l'année dernière hurlait sur des responsables américains. Je n'ai aucun doute sur le fait que Zelensky hurle sur les gens. Je le sais pertinemment. D'ailleurs, il y a eu un article, il y a environ 2 ans, je crois, dans le Daily Telegraph, lorsque le groupement des forces Nord a lancé son opération sur Kharkov. Il expliquait que Zelensky hurlait sur ses généraux, les généraux ukrainiens, parce qu'ils avaient laissé cela se produire. Mais le fait que Zelensky hurle après des responsables américains en disant « c'est extraordinaire ». Et encore une fois, on se demande pourquoi les États-Unis, pourquoi le gouvernement américain tolère cela de la part d'un dirigeant totalement dépendant des États-Unis. Pourquoi ils ne lui montrent pas tout simplement la porte? Ils ont failli le faire, après la réunion dans le bureau ovale, en février de l'année dernière, je crois. En fait, à ce moment-là, ils lui ont montré la porte. Mais très peu de temps après, ils ont rouvert la porte et l'ont laissé rentrer. Cet incident où il criait, je crois qu'il s'est produit, enfin je ne vais pas dire quand, mais le fait est qu'il a eu lieu l'année dernière. Et d'après tout ce que j'ai entendu, ce genre d'incident où il crie perdure, même si Zelensky fait attention à ne plus les provoquer lui-même avec le président Trump. Enfin, voilà. Le fait est qu'il n'y a pas d'intercepteur de missiles patriotes à donner à l'Ukraine. Quand on lit la suite de l'article du Financial Times,
Quand on lit des articles d'autres médias favorables à l'Ukraine, comme The Guardian par exemple, quand on lit certains commentaires de lecteurs britanniques et américains dans ces journaux, dans ces fiches de discussion, le refus de reconnaître la réalité, le repli dans le déni face au fait qu'il ne s'agit plus d'une question de choix, mais d'une question de ressources. Les ressources nécessaires pour fournir à l'Ukraine les intercepteurs patriotes que Zelensky réclame sans relâche n'existent tout simplement pas. C'est sidérant. Et encore une fois, on a le sentiment que le moment est venu et qu'il est largement dépassé pour que certaines personnes finissent enfin par accepter et reconnaître cette réalité. Maintenant, concernant cette frappe sur Kiev, celle qui a eu lieu la nuit dernière, elle a bien sûr été dévastatrice. It was, of course, devastating, and I will shortly come to what... Et je vais revenir dans un instant sur ce que nous dit le ministère russe de la Défense à ce sujet. Mais je le répète, cette frappe sur Kiev qui a eu lieu la nuit dernière n'est que l'une des 4 offensives aériennes que les Russes continuent de mener simultanément. La première, ce sont ces frappes périodiques, principalement avec des missiles balistiques et des missiles de croisière hypersoniques, Zircon, qui visent désormais régulièrement Kiev. La deuxième, ce sont des attaques qui ont lieu généralement 2, voire 3 fois par mois. Des missiles balistiques et des drones frappent des cibles dans toute l'Ukraine, des usines, des entrepôts, mais aussi, et c'est important, des installations énergétiques. La troisième, ce sont les frappes dévastatrices qui ont désormais lieu chaque nuit. Elles se sont poursuivies la nuit dernière contre les ports ukrainiens. Elles ont bloqué l'ensemble du littoral ukrainien et rendu impossible la poursuite du commerce maritime de l'Ukraine. Soit dit en passant, un haut responsable ukrainien a déclaré que le coût pour l'Ukraine du blocus maritime imposé par les Russes, qui pèse principalement sur l'économie agricole ukrainienne, s'est élevé sur le seul mois de juillet entre 1,5 milliard et 3 milliards de dollars. Je soupçonne que c'est une sous-estimation. Mais pour une économie de la taille de celle de l'Ukraine, c'est un coût paralysant. Et pour le système agricole ukrainien, plus encore, il faut le dire. Enfin, il y a aussi la campagne tactique menée par les drones Geran. De plus en plus, ce sont désormais des drones Geran 3 à réaction, guidés optiquement, soit par le système satellitaire Rasvet, soit par un système maillé dans lequel ces drones se transmettent les signaux les uns aux autres, soit par des stations relais situées dans des endroits comme la Crimée, peut-être en mer Noire, et le long de la frontière de la Biélorussie. La campagne tactique contre les stations de ravitaillement en gaz, les dépôts de pétrole et autres installations militaires de stockage et de logistique, ainsi que contre le réseau ferroviaire ukrainien. Ces 4 campagnes se poursuivent et ont lieu simultanément. Et parallèlement à ces campagnes de missiles et de drones qui se déroulent toutes en même temps, il y a une 5e campagne quotidienne, l'armée de l'air russe, avec ses bombardiers tactiques pilotés, les Sukhoi 34, largue des bombes FAB à guidage de précision contre des positions tactiques ukrainiennes dans toute l'Ukraine, mais aussi, de plus en plus, contre des fortifications et d'autres positions importantes dans les villes ukrainiennes, à Kharkiv, à Dnipro, à Sumy, et récemment bien sûr également à Odessa. Et on a récemment souligné qu'au cours du mois de juillet, les Russes ont mené plus de 8000 frappes à la bombe FAB dans l'est et le centre de l'Ukraine. Apparemment, c'est un record dans cette guerre. Et en fait, ces bombes FAB, représenteraient, selon certaines estimations, 60% des dégâts matériels causés par l'ensemble des munitions, missiles, drones et autres moyens que les Russes lancent contre l'Ukraine chaque jour. Cela dit, il faut être extrêmement prudent avec ce genre de ventilation statistique, parce que je ne vois pas très clairement ce que représentent réellement 60% des dégâts matériels.
Et je ne sais pas non plus comment, par exemple, on mesure les dégâts sur une position fortifiée dans, disons, la ville de Sloviansk, et comment on les compare à la destruction d'une station-service. With the destruction of a gasoline station or a locomotive somewhere on the Ou une locomotive, quelque part sur le très grand territoire de l'Ukraine. Ces frappes de missiles russes sur Kiev ne sont donc qu'un élément de l'offensive russe globale. Et en réalité, elles ont une nature différente de certaines autres frappes de missiles. Les frappes que les Russes mènent, comme ils l'ont fait il y a quelques jours, contre l'ensemble du territoire ukrainien. Les grandes frappes qui couvrent, vous savez, la majeure partie du territoire de l'Ukraine et qui impliquent parfois jusqu'à 100 missiles en une seule attaque, sont principalement effectuées avec des missiles de croisière subsoniques KH-101. KH-101 cruise missiles. Whereas, as was the case with the strike Alors que, comme ce fut le cas lors de la frappe sur Kiev la nuit dernière, les frappes sur Kiev sont menées avec des missiles balistiques lancés depuis le sol et des missiles de croisière hypersoniques lancés depuis le sol, les Zircons. Autrement dit, un type de missile différent, d'une qualité différente, a été utilisé. Voyons maintenant ce que le ministère russe de la Défense nous dit de cette frappe qui a eu lieu la nuit dernière. Et là encore, ce qui constitue d'ailleurs un changement de pratique par rapport au début de la guerre, les Russes nous fournissent des détails importants sur ce qu'ils ont attaqué. Ils disent donc que les cibles suivantes ont été visées à Kiev. Le centre logistique MLP Chaika, utilisé pour stocker et distribuer des composants destinés à des drones de longue, de moyenne et de longue portée. Un terminal innovant, ainsi que le centre logistique Nova Pochta. Ce sont les plus grands complexes automatisés de tri, ainsi que des installations de stockage et de distribution de biens à double usage. Ils sont utilisés pour la production de drones de moyenne et de longue portée, ainsi que de systèmes robotisés et d'équipements de guerre électronique. Le centre de transport et de logistique Translogistique, qui produit divers équipements pour drones et distribue du matériel dans l'intérêt de l'armée ukrainienne. Le centre logistique Épicentre, à Kiev, qui est un grand entrepôt automatisé. Il traite les commandes, trie, stocke et livre des biens à double usage, ainsi que des composants pour drones. Puis, il est dit que dans la région de Kiev, les Russes ont attaqué le terminal du centre logistique de Brovary, où sont stockés des drones à longue et moyenne portée, ainsi que des composants de drones, y compris pour des drones de fabrication étrangère. Le centre de transport et de logistique de Brovary est une grande plateforme utilisée pour distribuer et stocker des composants destinés à des drones de différents types. Le centre logistique de Brovary, un grand centre de tri de l'entreprise Nova Pochta, c'est le système postal, stocke des drones à voilure fixe et leurs composants. Et remarquez que ce sont tous des plateformes logistiques. Ici, on ne parle pas tant d'usines ou de sites de production à Kiev. Les frappes précédentes, les frappes récentes sur Kiev, ont visé de grandes usines et des sites de production. Cette dernière frappe a visé des entrepôts et ce genre d'installations. Et bien sûr, comme nous le savons, les Ukrainiens ont récemment attaqué des entrepôts Wildberries en Russie. Et, ces dernières heures, les Ukrainiens se sont amèrement plaints de l'attaque contre ce qu'ils présentent comme des entrepôts civils. Et là encore, j'ai été stupéfait de lire, je dirai dans un instant pourquoi j'ai été stupéfait, toutes sortes d'auteurs écrire, publier des commentaires sous les articles, notamment dans les médias britanniques, sur le caractère scandaleux des attaques russes contre des entrepôts civils à Kiev, des entrepôts principalement impliqués dans la distribution de biens civils. Et là encore, certains commentaires affirment même que faire cela constitue en réalité un crime de guerre.
extraordinary about this? Et bien sûr, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que dans ce cas, que sont les attaques contre les entrepôts de Wildberries? Warehouses, as I said Les entrepôts de Wildberries, comme je l'ai dit précédemment, sont sans aucun doute, incontestablement, les entrepôts d'une entreprise, une entreprise de commerce en ligne, très majoritairement engagée dans la fourniture de biens de consommation aux clients russes. Et cela est à peine contesté en Ukraine, voire même dans les médias occidentaux. Au contraire, ces attaques sont justifiées au motif qu'elles font prendre conscience au peuple russe de la réalité de la guerre. Je dis ça comme ça. Donc, s'il est légitime d'attaquer des entrepôts civils ou des entrepôts qui stockent des biens civils en Russie, alors comment les Ukrainiens peuvent-ils être choqués et surpris si les Russes réagissent en leur faisant la même chose? respond by doing the same to them. And there's been some extraordinary claims that Et il y a eu des affirmations assez extraordinaires selon lesquelles les Russes se seraient déchaînés la nuit dernière, qu'ils auraient soi-disant complètement laissé tomber toute retenue, qu'ils auraient frappé des entrepôts civils ukrainiens de manière totalement impitoyable, soi-disant provoqués par les attaques ukrainiennes contre Wildberries. Eh bien, c'est peut-être le cas. Je n'en sais rien. Mais les Russes disent que les Ukrainiens stockaient des drones dans ces entrepôts. Et je dois dire que compte tenu de tout ce qu'on sait des difficultés logistiques des Ukrainiens, c'est bien plus plausible que les diverses affirmations selon lesquelles les Russes stockeraient du matériel militaire, des quantités importantes de matériel militaire dans des entrepôts Wildberries sur l'immense territoire russe. across the vast territory of Russia, and that Wildberries is therefore in some way Et que Wildberries est donc, d'une certaine manière, au cœur de l'effort de guerre russe. Le fait est que la Russie est le plus grand pays du monde. Elle dispose d'un système de défense aérienne pleinement opérationnel. Elle a une logistique militaire très efficace. Elle n'a pas besoin d'utiliser Wildberries et ses entrepôts pour fournir à son armée l'équipement dont elle a besoin. whereas one cannot. Alors qu'à ce stade de la guerre, on ne peut pas en dire autant de l'Ukraine. Anyway, I'm not Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'attarder sur cette extraordinaire capacité qu'ont certaines personnes à s'indigner de ce que font les Russes, tout en faisant simultanément l'éloge des Ukrainiens, alors que, du moins à mes yeux, ils font exactement la même chose. when at least to me it appears that they're doing exactly the same thing. I just draw attention to the fact Je voudrais simplement attirer l'attention sur un fait et le répéter encore une fois. Alors que les Ukrainiens peuvent peut-être frapper un entrepôt de Wildberries une fois toutes les 2 ou 3 frappes, les Russes, lors de cette frappe contre Kiev, semblent avoir détruit, ou au moins considérablement endommagé, plusieurs grands entrepôts à Kiev en une seule attaque. Kiev est, comme on peut le voir, une ville qui a toutes fins utiles et désormais sans défense aérienne. À ce stade, je vais juste mentionner brièvement quelque chose qu'a dit le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Il a déclaré que les Ukrainiens dirigent spécifiquement vers la ville de Moscou environ les 2/3 des drones qu'ils lancent contre la Russie. specifically at the city of Moscow. In other words, Moscow is far and away the Autrement dit, Moscou est de très loin la cible sur laquelle les Ukrainiens concentrent principalement leurs efforts. Bien sûr, c'est ce qu'affirme Sobyanin. Je le répète, je ne peux pas le confirmer, mais cela me paraît plausible. Si Sobyanin a raison, cela renforce encore le point que j'ai soulevé dans plusieurs émissions. L'offensive ukrainienne de drones est pour l'essentiel inefficace. Elle peut causer des dégâts. Elle peut perturber dans une certaine mesure la vie quotidienne en Russie. Elle peut tuer des civils, ce qui est une tragédie pour chaque victime, mais certainement pas au point de modifier le calcul russe dans cette guerre. Globalement, si l'on regarde ce que l'Ukraine obtient grâce à son offensive de drones, les résultats réels ne justifient absolument pas le coût des ressources employées. the cost of the resources used. Curiously, there is a kind of Curieusement, le même article du Financial Times dont je parle
contient une sorte d'aveu indirect à ce sujet. Il dit ceci, il y a ce paragraphe. Il dit « Le président russe Vladimir Poutine a montré peu d'intérêt pour les négociations, Moscou poursuivant ses opérations offensives et avançant dans son objectif de placer de vastes parties de l'Ukraine sous son contrôle. L'Ukraine a tenté de contraindre le Kremlin à engager des pourparlers, qui sont au point mort depuis le début de la guerre américaine contre l'Iran en février. En juin, Zelensky a annoncé une campagne de frappe aérienne de 40 jours visant le secteur pétrolier et gazier russe, des entrepôts appartenant aux détaillants en ligne Wildberries, ainsi que la logistique militaire dans la péninsule de Crimée occupée. Et puis viennent les mots qui tuent. Cet effort a rapproché la guerre du quotidien des Russes, mais il n'a pas réussi à amener le Kremlin à envisager un cessez-le-feu et à s'engager dans des pourparlers de paix sérieux. Évidemment, ces phrases, ces mots, sont empreints, disons-le, des propres biais du Financial Times. Que veut-on dire, par exemple, quand on parle de pourparlers de paix sérieux et du refus du Kremlin de s'engager dans des pourparlers de paix sérieux? Après tout, c'est Zelensky qui a rejeté à plusieurs reprises des pourparlers de paix avec les Russes. Il refuse toujours d'abroger son décret d'octobre 2022 qui interdit toute négociation avec les Russes. Il a participé, très à contre-cœur, à plusieurs séries de discussions avec les Russes l'an dernier. Mais en décembre, les Ukrainiens ont dit qu'ils mettaient fin aux pourparlers. Les Russes, c'est tout à fait vrai, ont régulièrement affirmé qu'ils n'étaient pas intéressés par un cessez-le-feu, et certainement pas par un cessez-le-feu sur les lignes de front actuelles. Mais des discussions peuvent tout de même avoir lieu, même en l'absence de cessez-le-feu. Cela s'est produit dans de nombreux conflits. Cela s'est produit pendant la guerre du Vietnam. Et ce sont les Russes qui disent être prêts à participer à de telles discussions. Les Américains et les Ukrainiens, eux, disent qu'ils ne le sont pas, surtout les Ukrainiens. Quand le Financial Times parle de négociations sérieuses, ce qu'il veut vraiment dire, bien sûr, ce sont des négociations dans lesquelles les Russes ont accepté à l'avance de capituler devant les exigences ukrainiennes. Mais laissons tout cela de côté. Je rappelle simplement tous ces points parce que je pense qu'ils doivent être soulignés. L'essentiel, c'est que, de l'aveu même du Financial Times, la campagne de 40 jours n'a pas produit les résultats escomptés. Elle n'a pas réussi à contraindre les Russes à ce que le Financial Times appelle la table des négociations, où les Russes accepteraient un cessez-le-feu et capituleraient devant les Ukrainiens et les autres exigences des Européens. Alors, qu'est-ce que cette offensive ukrainienne de drones permet réellement d'obtenir? Certains vont bien plus loin que moi, bien sûr. Ils affirment que cette offensive ukrainienne de drones a en réalité provoqué une réaction massive des Russes. Les attaques contre Kiev, le blocus de la côte ukrainienne de la mer Noire, les attaques contre les stations-service et les locomotives, les attaques sur l'ensemble du territoire ukrainien. En réalité, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Personnellement, je ne crois pas que la guerre aérienne que nous voyons soit une riposte, même si les Russes et Poutine lui-même nous ont parfois dit que c'en était une. Je pense que cela fait partie d'un plan soigneusement préparé par l'état-major russe, élaboré sur une période considérable pour accroître la pression sur l'Ukraine par la guerre aérienne, alors que l'offensive au sol elle-même prend de l'ampleur. Rien moins que le chef d'état-major des forces armées russes, le général Gerasimov, a même semblé le reconnaître à un moment donné. Mais mon propos est simplement le suivant. L'offensive de drones que l'Ukraine mène contre la Russie mobilise énormément de ressources en matière de technologie, de financement et de production.
Une grande partie de ces ressources se trouve désormais en Europe, peut-être même la plupart. Et qu'est-ce que cela permet d'obtenir? And what is it achieving? It is not achieving anything. Cela n'aboutit à rien. Cela ne pousse pas le Kremlin à changer de politique. Cela n'a pas d'impact significatif sur l'économie russe. Comme je l'ai dit dans mon émission hier, l'indice PMI du secteur manufacturier en Russie, le mois dernier, au plus fort de l'offensive de drones ukrainienne, a en réalité augmenté. Cela indique que l'industrie, et donc l'économie russe, continue de se développer. Les exportations de pétrole brut russe atteignent des niveaux records. Et cela ne force pas les Russes à atteindre l'objectif affiché de cette offensive de drones. Cela ne les conduit pas à capituler. Et cela ne provoque pas non plus la crise politique en Russie que l'on s'attendait par ailleurs à voir surgir. C'est un secteur immense qui enrichit beaucoup de gens en Ukraine et dans une certaine mesure, dans une large mesure, en Europe, grâce à des financements qui proviennent, au bout du compte, des contribuables européens. Mais il ne produit pas les résultats escomptés. Et le Financial Times, dans cet article, le reconnaît d'ailleurs. On aurait pu penser qu'il fallait peut-être repenser la stratégie, mais pas du tout. Malgré le fait que la campagne de Zelensky, prévue pour 40 jours, n'a rien obtenu, qu'elle n'a atteint aucun des objectifs qu'il lui avait fixés. Son chef de cabinet, Kirill Budanov, qui était encore récemment le chef du renseignement militaire ukrainien, a déclaré que le fait qu'elle n'ait pas atteint ses objectifs en 40 jours n'était pas une raison pour l'arrêter. Qu'est-ce que 40 jours? On peut en ajouter 15, 20, 50 ou 100. On peut tout simplement continuer à faire la même chose indéfiniment. On est très près de refaire encore et encore la même chose, tout en espérant malgré tout un résultat différent. Budanov est à mon avis un nationaliste extrême dans la politique ukrainienne. Mais en tant que chef du renseignement militaire, il a parfois fait preuve de lucidité et de sens des réalités. Il a tenu des propos critiques sur la ligne suivie par Zelensky. Maintenant qu'il a toutefois été intégré au cercle rapproché de Zelensky et qu'il a perdu le contact avec les gens au sein de son système de renseignement militaire, de sorte qu'il ne reçoit peut-être plus les informations quotidiennes sur ce qui se passe réellement. Il me semble qu'il commence, comme cela arrive souvent, à s'aligner sur les fantasmes et l'hystérie qui viennent de Zelensky lui-même et d'autres membres de son cercle rapproché. Et donc, Zelensky lui-même aurait apparemment aussi donné de nouvelles instructions, spécifiquement au SBU, à son directeur par intérim, Poklad. Un homme qui, comme je l'ai évoqué à de nombreuses reprises, a une réputation très sinistre en Ukraine. Il a chargé Poklad d'intensifier la campagne contre la Russie, cette campagne de 40 jours, et de la poursuivre. Là encore, en espérant apparemment un résultat différent. Hier, nous avons eu une nouvelle tentative d'assassinat. Cette fois, elle visait un blogueur à Yekaterinbourg qui gère parallèlement une sorte d'usine artisanale produisant des drones FPV pour l'armée russe. Une bombe avait été placée dans sa voiture. Et selon les informations, cet homme a jusqu'ici survécu, mais il a été grièvement blessé lorsque la bombe a explosé. Ce n'est pas quelqu'un de très haut placé dans les hiérarchies militaires, politiques et économiques en Russie. Mais quoi qu'il en soit, cette personne a été attaquée. Évidemment, c'était une cible facile. Ce n'est pas quelqu'un qui bénéficie du type de protection dont disposent aujourd'hui les principaux responsables civils et militaires en Russie. On peut donc voir que très probablement, car bien sûr, nous ne le savons pas encore, les Ukrainiens s'en sont pris à lui. Au passage, je remarque une fois de plus que les médias occidentaux, du moins les médias britanniques, rendent compte de ces tentatives d'assassinat sans manifester la moindre réserve,
ni sur ses actes, ni sur ce qu'il révèle de la guerre sale qui est désormais menée, ni sur les risques énormes liés à ce genre de guerre sale qui peuvent tout à fait devenir complètement incontrôlables. Are fully capable of getting completely out of control. Anyway, there it is. That another massive Quoi qu'il en soit, strike. voilà encore une frappe russe massive contre Kiev. Comme je l'ai souligné dans plusieurs émissions précédentes, Poutine a dit, il y a environ 2 ou 3 semaines, que si les Ukrainiens poursuivaient leurs attaques contre la Russie, les frappes de représailles continueraient contre Kiev et d'autres cibles ukrainiennes. Sauf que l'ampleur des frappes russes est déjà bien plus grande que celle des frappes ukrainiennes contre la Russie. Et l'ampleur des frappes russes ne fera tout simplement qu'augmenter, encore et encore. Et de plus en plus dévastatrice. Eh bien, je le répète encore une fois, c'est exactement ce que nous constatons. Et les Ukrainiens, Zelensky, bien sûr, facilitent cela. Si j'ai raison de penser qu'il ne s'agit pas du tout de frappes de représailles russes, mais d'une campagne planifiée, préparée depuis longtemps par l'état-major général russe, alors on voit que Zelensky et Boudanov, en continuant à donner des instructions à des gens comme Poklad, Meklama, pour qu'ils poursuivent leurs attaques contre des cibles à l'intérieur de la Russie, permettent beaucoup plus facilement aux Russes de justifier partout dans le monde ce qu'ils font. S'il n'y avait pas d'attaque ukrainienne contre des entrepôts et d'autres cibles à l'intérieur de la Russie, une campagne ukrainienne dans le Sud global, en Occident et aux Nations Unies, visant à convaincre la communauté internationale de faire pression sur les Russes pour qu'ils cessent leurs frappes, aurait peut-être davantage de chances de réussir. Mais bien sûr, ce n'est pas ainsi que pense Zelensky. But of course, that is not how Zelensky thinks. Instead, he simply goes ahead. Au lieu de ça, il continue tout simplement à donner aux Russes le prétexte dont ils ont besoin pour poursuivre. Je reçois constamment, encore hier, des courriels de gens qui regardent ces émissions et qui posent toujours la même question. Pourquoi les Russes ne s'en prennent-ils pas directement à Zelensky lui-même? Eh bien, je viens d'en donner une raison. Poutine l'a lui-même dit par le passé. Il a déclaré que maintenir Zelensky à la tête de l'Ukraine, c'était laisser à la tête de l'Ukraine un adversaire irrationnel, déséquilibré et excentrique. Éliminer Zelensky pourrait vouloir dire qu'il serait remplacé par quelqu'un de beaucoup plus rationnel et de plus posé. Et donc, pour les Russes, par un ennemi globalement plus dangereux à certains égards. Plus dangereux pour les Russes, pour les dirigeants russes, surtout pour ceux qui veulent poursuivre la guerre jusqu'à ce que l'armée russe atteigne Kiev elle-même, Northet et Solisev. And perhaps goes beyond Kiev. Zelensky is the gift that goes. Zelensky est un cadeau qui ne cesse de donner. Alors, pourquoi le retirer de la scène quand il donne finalement aux Russes ce qu'ils veulent? À mon avis, Zelensky a récemment donné aux Russes ce qu'ils veulent d'une autre manière, tout à fait différente. J'ai dit dans plusieurs émissions que quoi que l'on pense de l'ancien chef militaire ukrainien, le général Alexandre Syrsky, c'était au moins un homme énergique et impitoyable. On peut critiquer, comme je le fais souvent, nombre de ses choix, dire qu'ils étaient mal conçus, erronés, et qu'ils ont saigné à blanc l'armée ukrainienne. Mais il ne faisait aucun doute qu'il avait parfois des éclairs de compétences tactiques, ainsi qu'une détermination qui se transmettait à certains de ses commandants. C'est peut-être ce qui explique pourquoi, par endroits, la résistance ukrainienne s'est montrée aussi acharnée qu'elle l'a été. Eh bien, Zelensky a limogé Syrsky pendant la crise Fyodorov. Over the course of the Fyodorov crisis, as I have pointed out already, La crise Fedorov, comme je l'ai déjà souligné, est due à l'engagement excessif de Fedorov dans la guerre des drones et aux plaintes amères de Syrsky et des militaires. Comme je l'ai expliqué dans cette émission, cette guerre des drones constitue un détournement gravement mal conçu de ressources rares et précieuses au détriment des endroits où elles sont réellement nécessaires, sur la ligne de front.
Et l'armée ukrainienne, trop étirée et épuisée, comme le Financial Times l'a récemment reconnu dans un éditorial, manque désespérément d'infanterie. Elle a de plus en plus de mal à combler les brèches et a besoin d'un apport supplémentaire d'hommes, qui ne peut venir que d'une mobilisation beaucoup plus sévère. Quoi qu'il en soit, comme nous le savons, Zelensky a écouté Fedorov, a écouté Syrski, et il a fini par limoger les deux hommes, plutôt que de prendre une décision finale en faveur de l'un ou l'autre camp. À la place de Syrski, Ain Kemwe Drapati. And he appointed in Syrski's place General Drapati. And I said in several programs that Et j'ai dit dans plusieurs émissions qu'il me semble que la nomination du général Drapati a eu pour effet de remplacer un commandant fort et expérimenté par un commandant faible, sans expérience de la gestion d'un champ de bataille plus vaste. Et justement, un article allant dans ce sens est paru aujourd'hui dans l'agence de presse russe TASS. Il est signé par l'un de nos vieux amis, le commentateur militaire russe Vitaly Kiselyov. Il affirme que, malgré les fortifications établies, les troupes ukrainiennes fuient leur position, abandonnant villes et localités. Cela signifie que le système de commandement et de contrôle a été perdu. À en juger par la direction, que ce soit sous Drapati ou Syrski, chacun avait ses propres favoris, ses propres unités. Certaines obéissent aux ordres, d'autres n'y obéissent pas, et d'autres encore font preuve de laxisme. Au bout du compte, elles finissent par fuir. it turns out eventually that they flee. Drilling beneath these lines, what is essential En creusant un peu ce qu'il dit, l'essentiel de son propos, c'est que depuis le départ de Syrski, la campagne militaire, le commandement militaire ukrainien a en quelque sorte perdu le contrôle de la conduite quotidienne des opérations sur la ligne de front. Encore une fois, peut-être que quelque chose m'échappe. Peut-être que Drapati a été bien plus actif que je ne le sais. Mais nous avons désormais de multiples crises sur chaque partie du front. Ce matin, de nouveaux rapports indiquaient que les Russes avaient pris davantage de territoire dans la région de Sumy, qu'ils y avaient capturé une autre localité, et peut-être plus grave encore, un village important, bien que petit, le village de Zarnitsa, dans la région de Zaporizhia. in Zaporozhye region. Its capture brings the Russians Sa prise rapproche désormais les Russes de l'une des principales, de la seule grande route de ravitaillement restante vers Orekov, depuis le nord-ouest. À mon avis, les Russes sont maintenant si près de toutes les routes de ravitaillement essentielles vers Orekov qu'il est presque inconcevable que la garnison d'Orekov reçoive encore des approvisionnements en grande quantité. Tout convoi ukrainien d'armes empruntant l'une de ces routes de ravitaillement, même celle qui reste officiellement sous contrôle ukrainien, risque d'être attaqué par des drones russes, des mortiers russes, des missiles anti-chars, et à certains endroits, même par des mitrailleuses lourdes. Et je ne crois pas qu'il y ait la moindre perspective réaliste de faire parvenir des approvisionnements à Orekov par cette voie. supplies through to Orekhov down from them. So one would assume On pourrait donc penser que Drapati serait préoccupé par cette nette dégradation de la situation à Zaporizhia. À l'époque, Syrski se serait probablement précipité sur place, en essayant de faire tout ce qu'il pouvait. Il aurait lancé des attaques avec ses unités d'assaut, ces unités spéciales qu'il a créées et soumises à une discipline brutale et impitoyable. Elles étaient composées de soldats mobilisés, eux aussi soumis à une discipline féroce pour les maintenir au combat. Bref, il aurait sans doute déployé certaines de ses unités sur ce territoire pour essayer au moins de repousser les Russes, ou à défaut, de tenir les lignes. Mais je n'ai vu aucun élément indiquant que Drapati fasse quoi que ce soit de ce genre. at least hold the lines. But I've seen no evidence that Drapati is doing any of these things. And in fact, the reports say that Et en fait, les informations disent que depuis que Syrski a quitté les lieux, ses unités d'assaut sont de fait en train d'être démantelées. D'autres commandements militaires ukrainiens, notamment les forces Azov, ont peut-être mal vécu le fait que ces forces d'assaut aient la priorité pour recevoir les équipements et ce genre de choses. Donc cette garde prétorienne,
comme certains l'appelaient, que Syrski avait constitué et qui a joué un rôle important dans les contre-attaques ukrainiennes, a apparemment été démantelé ou est en cours de démantèlement sans que rien ne semble être là pour la remplacer. Alors, que va-t-il se passer à Zaporizhia? What is going to happen in Zaporozhye? What is going to happen in Donbass, where Que va-t-il se passer dans le Donbass, où les Russes ont récemment pris le village de Stupochki, près de Kramatorsk, achevant ainsi, autant que je puisse en juger, de chasser les forces ukrainiennes du saillant entre Chassiv Yar et Konstantinovka. Les Russes s'y préparent désormais, selon leurs propres déclarations, non seulement à la bataille d'Alexeyevo-Drushkovka, qui est en cours, mais aussi à la bataille de Drushkovka elle-même. Qu'en est-il de la situation près de Sloviansk, à Nikolaïevka, où de violents combats ont également lieu en ce moment, et de Dobropilia, où les Russes donnent l'assaut à Dobropilia? Il y a eu hier un autre article du journal russe Readovka, très nationaliste, profondément patriotique et très favorable à la guerre. strongly supportive of the war, but nonetheless very Mais néanmoins, très bien informé, me semble-t-il, des évolutions militaires. Et Readovka affirme que toute la ligne de défense ukrainienne, juste au sud de Dobropilia, qui est prise d'assaut depuis l'Est, est maintenant en train de s'effondrer. Il devient donc probable que Dobropilia soit elle aussi bientôt prise d'assaut depuis le sud. Là encore, on s'attendrait à voir Drapati arriver, comme Syrski l'avait fait autrefois. Et bien sûr, il y a aussi la crise dans le nord-est de Kharkiv, que j'ai évoquée dans mon émission hier. Selon Readovka, après la chute du village fortifié de Bili Kolodiaz, une force ukrainienne court désormais un risque imminent d'encerclement. Que fait Drapati face à l'une ou l'autre de ces situations? Où est-il, au juste? Where is he, in fact? As far as I could see, for the moment, he is... Pour autant que je puisse le voir, pour le moment, il est invisible. Peut-être que, comme je l'ai dit, il en fait plus que je ne le sais. Mais pour l'instant, comme le dit Kiselyov, rien ne laisse penser qu'il prend le contrôle de la situation sur les champs de bataille, comme Syrski, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui adresser, l'avait fait à une époque. Voilà où nous en sommes. La guerre continue. La situation de l'Ukraine continue de se dégrader. Les Russes ont le sentiment que la guerre tourne résolument en leur faveur. Ils s'attendent à prendre Dobropilia très bientôt. Orikhiv pourrait suivre. Et il reste ce mystère intrigant sur ce qui se passe à Lyman, dont nous parlerons une autre fois. Liman, which we'll talk about some other time, the Russians continuing their steady. Les Russes poursuivent leurs opérations d'encerclement méthodique des deux villes du Nord, Soumy et Kharkov. La guerre continue ainsi. L'économie ukrainienne est brisée. Et bien sûr, l'Occident est à toute fin utile, aveugle à toutes ces réalités. Larry Johnson, sur son indispensable site Substack, Sonar 21, a souligné que même certains moteurs d'IA occidentaux, et plus extraordinaires encore, des sites d'IA chinois, répètent toujours le mantra selon lequel l'Ukraine aurait repris l'initiative dans la guerre et aurait reconquis davantage de territoires aux Russes qu'elle n'en perd. Larry Johnson fournit un résumé très utile de ce qui s'est réellement passé sur les fronts depuis le début de cette année. Et on voit bien comment les Russes, depuis qu'ils ont repris l'offensive en avril, ont conquis de plus en plus de territoires, de plus en plus de localités à travers l'Ukraine. Le rythme de l'offensive russe s'accélère constamment, sans aucun signe, à l'horizon, d'une reconquête de territoire par les Ukrainiens ou d'une reprise de l'initiative où que ce soit. Pendant ce temps, alors que Zelensky se plaint du manque de missiles et d'artillerie, et semble, à ce que je peux en juger, être de fait absent sans autorisation, Poutine et ses chefs militaires, Belousov, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le chef d'état-major, restent fermement aux commandes. Ils ont procédé à une réorganisation des structures du ministère de la Défense, en regroupant les services de soutien
sous l'autorité d'un seul commandant général. Ils ont aussi mis en place une puissante unité de lutte anti-drone, ainsi qu'une autre unité qui semble destinée à piloter l'ensemble des drones et véhicules robotisés utilisés par les forces armées russes. C'est une réorganisation très intéressante. Je ne vais pas en dire davantage. Enfin, ces changements organisationnels sont toujours intéressants, du moins pour moi. Mais bien sûr, ils ne vont peut-être pas, à eux seuls, influer sur l'issue de la guerre. En revanche, ils nous en disent beaucoup sur l'état d'esprit bien plus confiant et assuré du commandement en Russie. Or, j'ai dit que l'Occident est généralement inconscient de tout cela. Je vais nuancer cela. Je comprends que dans de nombreux gouvernements européens, on prend désormais de plus en plus conscience de l'ampleur de la crise dans laquelle se trouve l'Ukraine. Beaucoup sont choqués par le blocus de la côte ukrainienne sur la mer Noire. Et d'autres commencent à mesurer la crise que l'Ukraine traverse dans la guerre aérienne, du fait de son absence totale de système de défense antiaérienne. Mais en Occident, la politique, qui consiste à n'autoriser aucun débat public sur aucune de ces questions continue de prévaloir. Le refus de reconnaître que les choses ne vont pas bien pour l'Ukraine, alors même que le Financial Times admet que l'offensive ukrainienne de drones n'obtient pas les résultats escomptés, fait qu'il n'y a aucune remise en question de la stratégie globale. Il reste encore un peu d'espoir que quelque chose se produise. Et on a le sentiment qu'en Europe, une fois de plus, ils attendent avant tout que les Américains fassent le prochain pas, parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord pour faire eux-mêmes le moindre geste, diplomatique ou autre. Je l'ai dit à maintes reprises, c'est le plus grand moment de faillite politique dans l'art de gouverner occidental, et surtout européen, dont je puisse me souvenir depuis le début, si vous voulez. Je remonterai jusqu'au début de la guerre de 30 ans, au milieu du XVIIe siècle. À certains égards, c'est peut-être même pire que cela, et rien ne semble changer. Peut-être qu'après les élections en France, et peut-être en Allemagne l'année prochaine, nous finirons par voir un changement. Mais pour l'instant, nous restons exactement là où nous étions, comme le lapin pris dans les phares d'une voiture qui arrive. Enfin voilà, telle est la situation dans le conflit en Ukraine. Maintenant, je vais dire quelques mots sur l'autre conflit, le conflit dans le Golfe Persique. Les rumeurs et les spéculations continuent d'aller bon train au sujet de l'accord qui est sur le point d'être conclu entre l'Iran et Oman concernant la gestion conjointe du détroit d'Ormuz. Et j'ai évoqué hier des commentaires iraniens fondés sur des sources officielles selon lesquelles les discussions entre l'Iran et Oman se déroulaient effectivement très bien. Mais il soulignait que ces discussions n'impliquaient pas les États-Unis et que les États-Unis n'y jouaient aucun rôle. Il s'agissait uniquement d'une négociation bilatérale entre ces deux États riverains sur leur gestion conjointe du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu un commentaire supplémentaire qui devrait faire froid dans le dos à certaines personnes. Pourtant, je constate qu'il est complètement passé inaperçu. Les Iraniens disent d'autres choses. Ils disent que même si l'Iran et Oman parviennent à un accord commun sur la gestion conjointe du détroit d'Ormuz, cela concerne l'avenir. Cela ne signifie pas, en soi, que le détroit d'Ormuz va être rouvert. Qu'il soit rouvert ou non, dépendra des actions des États-Unis. Plus précisément, de la question de savoir si les États-Unis vont désormais mettre en œuvre certaines dispositions du protocole d'accord que les Iraniens et les Américains avaient conclu en juin, mais qui n'ont jamais été appliquées. Et cela pourrait vouloir dire, si l'on prend au sérieux cette déclaration iranienne, ce qui est mon cas d'ailleurs, que même si un accord entre Oman et l'Iran est annoncé,
cela pourrait ne rien changer, en réalité. Le détroit d'Ormuz pourrait rester fermé. Et puis, le Wall Street Journal rapporte aussi qu'au moins certains États du Golfe Persique, ainsi que les Américains, sont de toute façon mécontents des concessions qu'Oman fait à l'Iran sur la gestion conjointe du détroit d'Ormuz. Ils pourraient rejeter l'accord que les Iraniens et les Omanais négocient. And the Omanis are negotiating. So I think it is highly premature. Je pense donc qu'il est très prématuré à ce stade de supposer que nous sommes proches d'une avancée diplomatique et que le détroit d'Ormuz est effectivement sur le point d'être rouvert. Je sais que beaucoup de gens le supposent, mais cela me paraît, en tout cas, être une conclusion prématurée. Voilà, nous verrons bien où cela mène et ce qui se passera s'il n'y a pas d'accord. Mais une chose que ce conflit dans le Golfe Persique a provoqué, c'est un désarroi considérable en Iran face à la politique américaine. Un désarroi encore accru par l'adoption, qui semble imminente au Congrès, du projet de loi de sanctions écrasante porté par Lindsey Graham et Richard Blumenthal. Bone-crushing sanctions bill. Now, to an extent that I think is not understood in Or, je crois qu'on ne mesure pas bien cela en Inde. Ce projet de loi est controversé aux États-Unis même, surtout chez les démocrates, en raison du pouvoir qu'il donne à Donald Trump d'imposer des droits de douane. Mais en mettant cela complètement de côté, à un moment où le monde connaît une pénurie d'énergie à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, et alors que les approvisionnements énergétiques de l'Inde sont déjà très imprévisibles, du moins me semble-t-il, ce projet de loi est de plus en plus perçu comme étant dirigé contre l'Inde elle-même. as directed against India itself. The Indians are starting to say Les Indiens commencent à dire que tout cela est fait pour intimider l'Inde, pour donner au président des États-Unis un moyen supplémentaire d'exercer une pression politique et économique sur l'Inde. Personne en Inde ne semble croire que les États-Unis vont réellement imposer des droits de douane de 100% à la Chine. Les États-Unis ont essayé de le faire l'an dernier, et ce fut un désastre absolu. Les Chinois ont coupé les approvisionnements en terres rares, et il est très peu probable que les États-Unis s'engagent de nouveau sur cette voie. En fait, un article du Financial Times, publié aujourd'hui, affirme que la situation des pénuries de matériaux critiques devient désormais si grave que les États-Unis bloquent la réexportation de certains matériaux critiques, de certains minerais critiques, qui ont déjà été utilisés et sont déjà passés par la chaîne de production. already been used and have gone through the production chain. US bans exports of various used critical Les États-Unis interdisent l'exportation de plusieurs minerais critiques usagés. Washington annonce une interdiction d'1 an sur les ventes à l'étranger de tungstène, de récupération et de masse noire. Et très clairement, c'est parce que les pratiques chinoises en matière de licence provoquent des pénuries critiques de ces minerais vitaux que les États-Unis estiment devoir conserver des versions déjà utilisées et stockées de ces minerais. Donc, dans cette situation, les États-Unis ne vont pas, ou du moins c'est ce qu'il me semble, imposer à nouveau des droits de douane de 100% à la Chine. Le projet de loi sur les sanctions n'aura pas non plus d'effet décisif sur la Russie. Cela nécessite un examen plus approfondi que je ferai dans une prochaine vidéo. Mais cela pourrait affecter l'Inde. in a future video, but it could affect India. And India is a major energy Et l'Inde est un grand importateur d'énergie. À l'heure actuelle, le pétrole russe est la seule option vraiment viable. Et pourtant, l'Inde risque désormais des droits de douane de 100% si elle continue d'en acheter. Cela suscite une grande colère en Inde. Monsieur K. Barakumar, qui tient un excellent blog, Indian Punchline, a déclaré avec amertume que le gouvernement Modi, en gérant mal les relations entre l'Inde et la Chine, a privé l'Inde de la possibilité d'adopter une position commune avec la Chine contre ce projet de loi sur les sanctions. Bon, peut-être que ça viendra. Mais j'estime que ce projet de loi sur les sanctions, s'il est un jour adopté et s'il est un jour appliqué contre l'Inde, va en réalité détériorer les relations entre l'Inde et les États-Unis.
Et à terme, ce ne sera pas dans l'intérêt des États-Unis. Will not be in the interests of the United States. But anyway, I will return to these topics. Mais quoi qu'il en soit, je reviendrai sur ces sujets dans de prochaines émissions. Je reviendrai aussi sur la question des exportations vers l'Occident de composants chinois pour drones. Les Chinois ont commencé à prendre les premières mesures pour restreindre les exportations de composants pour drones. Mais c'est ici que je vais conclure l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle, une fois encore, que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en vous rendant dans notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Passez une excellente journée. More from me soon. Have a very good day.